Les rideaux sont tombés hier à N'Djamena sur la formation des enseignants du primaire, formation relative aux règles et procédures juridiques de gestion des carrières. La dépigmentation de la peau, phénomène de mode avec des lourdes conséquences. Le fait est connu de tous, mais la pratique gagne davantage des adeptes. Circuler à N'Djamena tard dans la nuit, voilà un exercice qui devient de plus en plus compliqué, surtout pour les usagers des motos. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour parler justement de ce problème d'insécurité, nous avons sur ce plateau le ministre de la Sécurité publique, Ahmad Mohamed Bachir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Nous allons revenir à vous tout à l'heure, juste après ce reportage. Le transport en commun à des heures tardives à N'Djamena est un véritable casse-tête, comme je vous le disais en titre. Les taxis étant rares, c'est sur les mototaxis que certains noctambules jettent leur dévolu. Cependant, les dangers qu'ils courent sont énormes. Kadnouba Théophile. Depuis leur apparition dans les rues et sur les avenues de la capitale et leur réglementation, les taxis-motos, appelés communément clando, jouent un rôle très important dans le système du transport urbain. Ils facilitent le déplacement des habitants des quartiers périphériques et ceux des zones inaccessibles aux taxis et autres minibus. Pour se mettre à l'évidence, il suffit de parcourir certains axes et artères de la ville à une heure tardive de la nuit. Certes, le métier de clandomane permet aux diplômés sans emploi et autres chômeurs de faire face aux conditions de vie. Cependant, il comporte des risques, surtout lorsque le conducteur est aveuglé par la recherche du gain en foulant aux pieds les mesures de sécurité imposées par la Direction générale de la police nationale. Le métier de clandomane que nous faisons dans la nuit, c'est vraiment un risque. On remarque ici à N'Djamena que maintenant, les gens veulent s'accaparer de la moto des clandomanes et les tuer aussi. Donc nous aussi par conséquent, si on voit que la personne ne nous inspire pas confiance, on ne peut pas le déposer. Peut-être dans une zone que nous on connaît bien, on peut le déposer, sinon on ne peut pas le déposer. Okay. Et quand par exemple un clandomane a 2 casques et qu'il ramasse 3 personnes, l'autre personne n'a pas de casque, il doit être d'abord arrêté par la police. Et 2 personnes, tu ne sais pas quelles sont ces personnes-là. Et quand tu les ramasses, maintenant, arrivé quelque part, ils peuvent te bousculer et puis prendre ta moto ou bien te tuer. Donc l'intervention de la police pour l'interdiction du transport en Amazon est une faveur pour nous aussi. Je crois que dans ce sens, la police est en train d'aider aussi les clandomans. Et moi, généralement, je finis à partir de 21h30, 22h, là, je rentre. Si les agents de la police se livrent au contrôle et à la fuite des chauffeurs de taxi-moto pour les désarmer, c'est en connaissance de cause, car certains noctambules en savent quelque chose. Parce que les gens n'ont pas confiance. Quelquefois, certains sont des brigands, tout ça. On constate que c'est quelques grandes taxes que les taxis circulent, et encore à des aires surtout limitées. Exemple, l'avenue Bokassa, on voit surtout en allant même vers les quartiers reculés, tout ça, vers les gâchis surtout. À partir de 19h quelques déjà, 19h, 20h, il n'y a plus même de circulation surtout. Ce qui est vrai, ces derniers temps, les clandomènes sont victimes des agressions de leurs clients dans leurs activités pendant la nuit. Toutefois, il faut reconnaître que dans la plupart des cas, ce sont eux qui offrent l'occasion à leurs bourreaux en refusant de se conformer aux règles élémentaires instituées par les plus hautes autorités pour garantir leur sécurité, surtout le transport en Amazone à des heures tardives et dans les coins reculés. Monsieur le ministre, comme vous l'avez suivi dans ce reportage, malgré les dispositions prises, le problème d'insécurité, surtout pour les usagers des motos, tard dans la nuit, persiste. Quelles sont donc les dispositions qui sont prises pour pallier ce problème ? Bien, je voudrais
de prime abord vous remercier pour m'avoir invité à discuter avec vous sur ce sujet. Mais avant tout, je voudrais vous exprimer mes meilleurs vœux, exprimer à toute l'équipe de l'ORL TV et à tous les spectateurs qui nous regardent les meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de stabilité, de sécurité dans notre pays. Ceci étant, donc, j'ai très bien suivi le reportage que vous avez fait. Je suis au grand regret que les clandomanes sont souvent victimes des agressions de quelques bandits, malfrats et autres. Les dispositions sont prises, mais je voudrais signaler avant tout que les clandomanes, ils sont par moments braqués et ils sont par moments braqueurs. Aujourd'hui, nous avons tout fait pour réglementer l'activité des clandomanes. À un certain moment, nous avons même interdit leur circulation, mais compte tenu du contexte réel de moyens de transport dans notre pays en général, surtout le transport en commun dans notre pays en général et en N'Djamena en particulier, nous sommes revenus à cette décision pour, disons, fermer les yeux pour que ces clandomanes-là circulent. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Ces clandomanes eux-mêmes affichent un comportement complètement contraire à la réglementation en vigueur. On leur demande de porter les casques. Ils refusent. On leur exige de faire porter les casques à leurs passagers. Certains refusent. On leur demande d'être en règle par rapport au code de la route. Certains s'exécutent, d'autres non. On leur demande de ne pas faire le transport en Amazon. Ils le font. Et le transport en Amazon, c'est-à-dire... Ça veut dire on transporte 2, 3, 4 personnes sur une moto, ce qui est complètement contraire à la réglementation. Donc, on leur demande de s'arrêter à partir de telle heure. Ils continuent jusqu'au petit matin. On leur demande, écoutez, par précaution, ne partez pas dans les quartiers reculés. Ils le font. Donc, naturellement, s'ils ne suivent pas nos conseils, s'ils ne suivent pas nos instructions, s'ils ne suivent pas nos décisions, naturellement, ils tomberont entre les mains de leur bourreau. Donc, pour éviter ces genres de braquage et ces genres d'agression, je demande solennellement, et je réitère ma demande à tous les clandomanes de respecter la réglementation en vigueur par rapport au code de la route. D'ailleurs, nous avons pris des dispositions. D'ailleurs, ça va s'appliquer à partir de ce mois-là seulement. Nous avons organisé plusieurs séries de réunions avec le délégué général du gouvernement de la ville de N'Djamena, avec le maire de la ville de N'Djamena et des techniciens du ministère des Transports pour faire en sorte que si cette activité doit continuer, eh bien, elle doit être organisée. Organisée de manière scientifique. Chaque arrondissement doit avoir ses clandomanes avec des tenues, des couleurs, immatriculations différentes de l'autre arrondissement. Donc, cette réorganisation du transport des clandomanes-là est en train de sortir au niveau de la ville de N'Djamena et nous allons le rendre public, disons, au courant de ce mois. Monsieur le ministre, cette réorganisation, est-ce qu'elle concerne les quartiers périphériques de N'Djamena? Parce que dans les quartiers périphériques, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Nous parlons de tous les arrondissements de la ville de N'Djamena. Pour le moment, lorsqu'on observe, monsieur le ministre, la situation sécuritaire en N'Djamena, nous avons l'impression que le centre-ville est davantage sécurisé, il ne se pose pas de grands problèmes. Par contre, dans les périphéries, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que l'insécurité à l'intérieur de la ville commence par reculer. Par contre, dans les périphéries,
ces malfrats, ces bandits continuent toujours leur activité et nous n'allons pas les regarder comme ça. L'insécurité règne beaucoup plus dans les périphéries et nous avons à ce sujet-là même pris des dispositions pour que les périphéries soient aussi protégées. Donc, nous, dans notre philosophie et dans notre entendement, ce n'est pas seulement la ville ou les périphéries. Nous devons, et c'est notre devoir et notre obligation d'assurer la sécurité des personnes et des pays, et de la sécurité des personnes et de leurs biens, où qu'ils soient dans la superficie sur l'ensemble du territoire national, dans les 1 284 000 mètres carrés, nous avons le devoir d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc, nous avons notre stratégie, nous n'allons pas les dévoiler, mais les braqueurs qui se permettent de monter des actions néfastes dans les périphériques, tout comme dans les campagnes, ils seront de toutes les manières traqués jusqu'au bout. Mais Monsieur le ministre, lorsqu'on suit ce reportage, on s'est rendu compte également qu'il y a des difficultés à se déplacer la nuit. C'est pourquoi certains usagers font recours à ces motos parce que c'est plus ou moins la seule solution qui reste. Est-ce que ce problème d'insécurité, surtout en ce qui concerne les clandomanes, si je peux me permettre l'expression, ne cache pas simplement un problème de transport public? Oui, et c'est réel ce que vous dites. Aujourd'hui, si nous avons un transport public, comment on appelle, urbain, nous allons arrêter ces histoires de clando. Donc, le gouvernement est en train de faire en sorte pour que le transport urbain puisse couvrir l'ensemble de la ville de N'Djamena. Mais en attendant, nous reconnaissons aussi le point fort de ces motos-taxis qui, disons, facilitent un peu le transport de la population. Et donc, une fois que le transport urbain est assuré, eh bien, on mettra un terme à ce phénomène de moto-taxi. Monsieur le ministre, il y a de cela 2 jours, la direction générale de la police a présenté à la presse un modus operandi des braqueurs, modus operandi qui consiste à maîtriser les propriétaires de motos en faisant recours au piment. Et par rapport à cela, comment résoudre donc ce problème? Oui, vous savez, les voyous de la République, ils ont plusieurs manières disons, d'attaquer leur proie. Par moments, ils agissent avec des armes blanches, par moments avec des armes à feu. Et maintenant, ces derniers temps, on enregistre un autre phénomène qui consiste à être transporté sur une moto et brutalement mettre de la poudre de piment sur les yeux du clandoman. Ils tombent et puis ils prennent la moto et ils disparaissent. Ça aussi, c'est un nouveau phénomène que nous avons déjà enregistré et nous n'aménagerons aucun effort pour mettre un terme aussi à ça. Le banditisme a plusieurs formes. Aujourd'hui, c'est les piments, demain, c'est le couteau, après, demain, c'est l'arme à feu, etc., etc. Mais plus ils développent leur stratégie de banditisme, nous aussi, on développe notre stratégie de les contrecarrer. Monsieur le ministre, dans vos propos tout à l'heure, nous allons revenir sur le problème des casques, le transport sur une moto. À plusieurs reprises, vous avez véhiculé des messages comme quoi les mesures qui sont prises sont d'abord pour la sécurité de la population. Mais nous avons toujours l'impression que la population n'a pas bien appréhendé le message. Lorsqu'un clandoman utilise un casque, c'est plus pour se protéger, pour éviter des contraventions que pour se protéger lui-même. Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage axer des efforts sur la sensibilisation? Bien, comme vous le savez, hein, M. Elvis, nous sommes dans une république, mais il y a des non-républicains qui sont dans une république. Donc, je veux dire que il y a des citoyens qui respectent et qui appliquent la loi. Il y a d'autres qui piétinent la loi, parmi lesquels certains clandomanes qui doivent en principe, non seulement les clandomanes, toute personne qui utilise une moto a l'obligation de porter le casque.
Pourquoi porter le casque? C'est pour se protéger, en cas d'accident. Il peut éviter le traumatisme crânien. Et les statistiques est claires, depuis que nous avons, disons, imposé le port de casque, aujourd'hui, de moins en moins, on enregistre des cas de traumatisme crânien et autres. Donc, ces non-républicains-là, quand on leur dit de porter le casque pendant qu'ils sont sur leur moto, ils refusent. Et bien, comme tel, ils nous trouveront sur leur chemin. Ils nous trouveront sur leur chemin. Le casque, ce n'est pas pour le plaisir de passer, c'est pour se protéger. Et pour ce faire, nous ne sommes pas aidés aussi par, disons, par les masses médias. Et je souhaiterais que vous fassiez un programme de sensibilisation, de conscientisation. Quand on porte la moto, c'est pour sa propre sécurité et non pour faire plaisir à un certain Bachir. Monsieur le ministre, les décisions prises par le ministère de la Sécurité publique et la police nationale d'une manière générale, N'Djamena semble être suivies. Mais lorsqu'on sort hors de N'Djamena, dans les provinces, nous avons l'impression que ces mesures ne sont pas suivies. Est-ce qu'il y a une loi pour N'Djamena et une autre pour les provinces? J'ai dit bien, les mesures que nous prenions, c'est des mesures nationales et doivent s'appliquer sur toute l'étendue du territoire. À N'Djamena, c'est suivi. Mais je constate avec vous, et avec regret d'ailleurs, quand on va dans les différentes régions, les mesures ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi sur le terrain. Donc je profite de ce micro pour lancer un appel à tous les agents de commandement, tous les gouverneurs, tous les agents qui sont chargés de la sécurité, d'exécuter toutes les mesures que nous prenons ici à N'Djamena. Elles ne concernent pas seulement N'Djamena. Ce sont des mesures nationales. Elles doivent être exécutées comme telles. Le port de casque est obligatoire sur l'ensemble du territoire national. Et s'acquitter de ces papiers, s'acquitter de ces obligations, c'est aussi valable sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas de raison qu'en N'Djamena, les gens portent leur casque, alors qu'en province, ils utilisent des motos, ils ne portent pas leur casque. Donc j'instruis tous ceux qui doivent appliquer ces mesures-là de l'appliquer dans toute sa rigueur, que ce soit en N'Djamena, que ce soit n'importe où, sur l'ensemble du territoire national. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir bien voulu vous prêter à nos questions. Merci. Un autre volet de l'actualité, fin hier après-midi, de la formation des membres de la commission administrative paritaire du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique. Ouverte le 3 janvier dernier à N'Djamena, cette formation a porté sur les règles et procédures juridiques de gestion des carrières des enseignants du primaire. Ghislain Tchanikoudou. Cette session de 3 jours a permis aux cadres issus de la commission administrative paritaire et de la direction des ressources humaines du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique d'échanger sur la gestion des carrières des enseignants. Les participants se sont appesantis sur les textes qui régissent les carrières, la titularisation, l'avancement et le reclassement des enseignants. Il ressort des échanges que les textes sont souvent ignorés ou mal interprétés et les dossiers maltraités ou rejetés. Cette formation, initiée par le ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique, s'inscrit donc dans la recherche des solutions aux dysfonctionnements constatés dans les différents services de l'administration en matière de gestion des carrières. Le système éducatif tchadien fédère ses énergies pour traduire dans les faits l'école de la nation. La formation des membres de la commission administrative paritaire s'inscrit dans le processus global de renforcement des capacités des gestionnaires du système éducatif. Selon Tom Chérif Bilio, l'abnégation dont les participants ont fait preuve durant la formation laisse présager des lendemains meilleurs dans la bonne gestion des carrières. À l'issue des travaux, ceux-ci recommandent notamment la formation des délégués régionaux de l'éducation nationale, des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale sur la gestion des carrières et le redéploiement des enseignants certifiés assistants et maîtres assistants par rapport à leur qualification. Le secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire et de l'éducation civique a rassuré les participants que toutes les recommandations formulées seront transmises à qui de droit. La fin de cet atelier de formation est marquée par une remise d'attestation aux participants. S'éclaircir la peau en faisant recours à certains produits décapants, voilà une activité à laquelle se livrent des N'Djaménois. Les risques sanitaires liés à ces pratiques sont pourtant très graves. Notre reporter Ganda Taohamia a fait un tour dans les marchés et boutiques
de la capitale. Son reportage. Les marchés et autres boutiques tchadiens sont envahis par des produits cosmétiques en provenance des pays voisins. Top Gel, Doudou, lait de beauté 72 heures, rapide clair, immédiat clair et la liste n'est pas exhaustive. Les clients sont quelquefois dans l'embarras de choix, tellement l'offre dépassant largement la demande. Au marché, juste pour chercher le savon. Ici, c'est savon Doudou. Ça sert à enlever les boutons. Et ça, c'est les taches aussi. Coco, j'ai choisi ça depuis, puisque ça passe avec, ça garde ma peau. Dans un mois, je ne dépasse pas plus de 5 000 francs. L'entretien de la peau, ça coûte beaucoup, énormément pour une femme qui veut vraiment s'entretenir. Ça dépend des budgets. Ça dépend de ce qu'on veut sur le marché aussi. Il y a des femmes qui mettent les éclaircissants, ceux qui n'en mettent pas aussi. Et chaque mois, je dépense plus de 20 000 francs, ça dépend. Rien que pour la crème. Par exemple, on vient de prendre un truc comme Floris Dieu à 2 000 francs, je prends deux pour jusqu'à la fin du mois. Et il y a la crème, il y a pour les cheveux, tout ça. Donc on dépense plus de 20 000 francs. La majeure partie de ces crèmes ont des effets décapants sur la peau, ce qui n'est pas sans conséquence pour l'utilisateur. Les femmes qui se dépigmentent, elles ont des situations en désordre. La protection contre les germes ne se fait pas. La protection contre la température, la chaleur ne se fait pas. Et beaucoup de ces fonctions sont altérées. Lorsqu'on utilise les formes dérivées qui sont utilisées pour la dépigmentation, par un phénomène biologique qu'on appelle le feedback, la protection naturelle de l'organisme est stoppée. Donc il y a des fonctions essentielles qui doivent être faites par cette sécrétion qui sont arrêtées. Donc il y a beaucoup de choses, diabète, hypertension. Donc les complications sont multiples. Black serait-il devenu not beautiful? En utilisant ces crèmes selon les spécialistes, c'est un déni identitaire. De plus en plus, ces derniers temps au Tchad, quoi qu'ils se fassent un peu discrets, les hommes utilisent eux également les crèmes dépigmentants. Comme quoi, la beauté n'a pas de genre. Or, pour l'entretien de la peau, les spécialistes conseillent les crèmes douces sans hydroquinone. Au besoin, les huiles de karité, de coco ou d'amande douce que l'on peut oindre en toute saison et sans risque de faire disparaître la mélanine dommageable pour la santé. Dans le département de Bokoro, les fidèles musulmans bénéficient d'un lieu de culte supplémentaire. Une mosquée construite grâce à l'apport de l'Agence islamique Afrique. Toujours dans ce département, des bonnes volontés se sont mobilisées pour donner de l'eau potable à la population. Doba Robert. Les fidèles musulmans du village Fatela dans le département de Dababa bénéficient des largesses du fonds de l'Agence islamique d'Afrique. Une mosquée mise à leur disposition. Cette mosquée a une capacité d'accueillir plus de 500 fidèles. Pour sa construction, l'Agence islamique a déboursé plus de 30 millions de nos francs. Au-delà de cette mosquée, l'ONG, le fonds de l'Agence islamique d'Afrique, appuie le gouvernement dans la construction des centres de santé et des écoles. Toutes ces actions sont saluées par les autorités administratives de Dababa qui exhortent d'autres bonnes volontés à emboîter les pas de l'Agence islamique. À Niké, toujours dans le département de Dababa, la population de cette localité bénéficie de 2 forages de la part de bonnes volontés. Il s'agit de l'œuvre du député de la localité Mohamed Annadif Youssouf et de Laila Tadja de l'organisation Adawa Islamique Bureau du Tchad. En réceptionnant ces 2 forages, le sous-préfet de Bokoro relève que c'est un ouf de soulagement pour sa population qui souffre cruellement du manque de l'eau, pourtant source de vie. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et sachez que l'ONRTV, c'est aussi sur le site onrtv.td. الخير بلاد تومان